Bien. Bien, écoutez, je vous propose qu'on redémarre. Je pense que notre public va venir nous rejoindre au fil de l'eau, mais on se doit de respecter un minimum le planning. Et comme vous le savez, nous sommes rediffusés sur notre chaîne YouTube en direct. Donc voilà, chacun va s'installer. Bien, nous sommes tout à fait. Alors, nous avons estimé au sein de l'Observatoire Comédia qu'il était tout à fait important de parler des nouvelles tendances donc, que nous observons aujourd'hui sur de nombreux métiers qui aujourd'hui ne faisaient pas partie directement de notre écosystème traditionnel et notamment bon, aussi autour des sujets dont on parle tant actuellement, métaverse, NFT, blockchain, enfin tout ça. Hein, donc, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Hein, moi, j'ai fait un package d'entrée de jeu. Hein, ça ne parle pas à tout le monde. Et vous savez, à l'Observatoire Comédien, il y a un sujet qui nous paraît important, c'est qu'on parle d'abord, on parle vrai, on donne nos convictions personnelles. Et je suis toujours attaché lorsque on fait venir à la tribune donc des speakers, que l'on puisse avoir des speakers qui véritablement bon, vont pas nous raconter d'histoires, quoi, ou tout au moins vont essayer de pas. Et si ils racontent des histoires, je les connais. Et à ce moment-là, moi, je réagis. Donc voilà. Donc c'est la transparence, c'est un élément important, la compréhension, la pédagogie, hein, et savoir apprécier effectivement de quoi on parle. Quand on parle de métaverse, de NFT, de blockchain, de quoi parle-t-on? Pour quel impact? Et vous savez, la notion de ROI au sein de la communication est un élément clé. Il nous semble que si on n'est pas capable de mettre effectivement des éléments, des indicateurs de retour sur investissement, bon, on regarde ça avec peu de réserve donc, dans l'écosystème qui est ici présent. Et effectivement à distance. Alors, je vais présenter mes invités et ces invités donc, sont toujours sélectionnés dans ces critères de fond. D'abord, de très grosse expertise, de très grande transparence et puis pas langue de bois. Alors, pour m'accompagner, donc Nicolas Joly, qui est président donc, de Casino Immobilier, mais qui s'occupe au sein du groupe Casino, tu m'arrêtes hein, si j'ai une bêtise, pas langue de bois, au sein du groupe Casino, donc effectivement de toutes ces dimensions, de ces nouvelles technos donc, qui aujourd'hui apparaissent. Alors, Olivier Senot, donc, tu es directeur d'innovation donc, chez Docapos. Je suis très satisfait de t'accueillir parce qu'effectivement, on avait beaucoup de questions au titre de la sécurité, de la protection, de l'intégrité, de la traçabilité. Et effectivement, on t'a trouvé. donc tu sauras nous remettre un peu dans l'ordre donc, de cette lecture. Alors, Michel Goldjevit, donc, qui est président de Keywords, pour expliquer, parce que est très humble, notre ami Michel, d'abord, Keywords, c'est le leader mondial dans le monde du gaming. Donc, voilà, il faut quand même le savoir. C'est lui qui produit tous les blockbusters dans le monde du gaming. Donc, quand on parle gaming, quand on parle métaverse, vous voyez, on essaye de faire un peu le lien. Et je crois que là, Michel saura en parler. Comme il me dit, tu sais, Denis, moi, ça fait 15 ans que je suis dans le métaverse. Donc, comme ça, au moins, c'est plus simple. Donc, j'ai l'impression d'arriver 15 ans trop tard. Mais on va essayer quand même de profiter de ta courbe d'expérience, de ta lecture, hein, pour que tu sauras nous expliquer d'une façon pragmatique, à la fois sur le plan design, mais aussi sur le plan technologique, parce que c'est bien les deux qui embrassent. Alors, j'ai un homme qui est toujours présent à l'Observatoire, mais qu'on voit rarement à la tribune. C'est mon ami Franck Rosset. Alors, je ne sais pas comment le qualifier, parce que alors, un jour, il est fonds d'investissement, un jour, il est président d'une boîte, qui est toujours d'ailleurs, donc qui est cotée. Après, il investit dans l'innovation. Et puis, je l'ai rencontré à l'instant, il m'a dit, je ne comprends pas que tu ne m'aies pas sollicité sur une table ronde qui concerne NFT. Alors, je lui ai dit, ouais, qu'est-ce qu'il m'a encore inventé? Donc, alors là, il a inventé un truc extraordinaire. Il m'a dit, tu sais, tu vas faire les chemins d'innovation le 28. Normalement, j'aurais fait avant ton événement un lancement, une première mondiale. Mais quand il dit les choses, c'est vrai. C'est ça qui est compliqué, hein, de comprendre. Hein, une première mondiale, je fais la plateforme de NFT des NFT. J'ai dit très bien. Donc ça ne me dit toujours rien, j'ai toujours pas compris. Mais il va nous expliquer donc sa lecture et la lecture du métaverse. Donc d'abord, donc, tu es à la base un financier, tu es un grand dirigeant d'entreprise, tu as un parcours
Tu as un parcours exceptionnel international, hein, qu'on ne connaît pas bien en France d'ailleurs, hein. C'est pas la peine. Non, en fait, il a toujours été show-off. Donc, voilà, il connaît toutes les plus grandes stars mondiales. Bon, bref. Et il est avec nous pour parler donc, de ce sujet avec beaucoup de sérieux, mais aussi sans trop se prendre la tête, parce qu'autrement, on va avoir la tête au bout d'une heure. Donc, voilà, je vous propose qu'on démarre après donc, ces invités. Je vais, sans plus attendre, passer la parole à Nicolas Gély. Pourquoi D'abord, tu es patron, donc effectivement, donc, des filiales du groupe Casino. Tu interviens en transversal sur ces sujets. Et ce que j'ai particulièrement apprécié lorsqu'on a eu à préparer donc, ce pitch d'aujourd'hui, c'est qu'effectivement, tu me dis, moi, c'est très simple. La fidélisation, la conquête, l'expérience client. Ça, c'est mon drive. Ce sont mes drives. Partant de là, je dois avoir une approche industrielle du métaverse. Et à partir de là, eh ben moi, je déploie en test and learn et puis on regarde comment ça marche. Tu peux nous expliquer comment ça marche? Vaste sujet. Oui, bah, tout à fait, effectivement. Ce qui est clé, c'est d'avoir une approche industrielle. Mais avant cela, la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il faut y aller? Effectivement, tout le monde parle du metaverse. Alors en fait, on y est allé. La chance qu'on a eue, c'est on a pu commencer à y aller avant que ce soit le hype qu'on connaisse. Mais ce qui nous a convaincus, c'est que ce n'était pas justement un effet de mode. Ce n'était pas ce hype, mais qu'il y avait, et on en parlait tout à l'heure, des fondamentaux qui portent ce qu'on pense être des vrais changements de société. Il y a un certain nombre d'études qui fleurissent maintenant. Nous, on raisonne beaucoup client, donc on raisonne beaucoup flux. Et une étude qui nous avait beaucoup marqué, c'était Gartner, qui disait que demain, en 2026, vous aurez une personne sur 4 qui passera 1 heure par jour dans le metaverse. Alors pour jouer, pour les réseaux sociaux, pour travailler, pour faire du retail vraisemblablement. Et donc ça nous avait particulièrement marqué, et depuis les études viennent renforcer tout ça, et on a acquis la conviction qu'il y avait un mouvement de fond qui était en cours, et pour un acteur retail comme Casino, donc qui est ancré dans le quotidien des gens, on a 7000 points de vente en France, donc on est extrêmement présent. Anticiper les changements de consommation et les changements de société, c'est absolument clé. Donc, je mets de côté l'effet de mode, je mets de côté évidemment la spéculation, je mets de côté la volatilité et les gros titres, et on se concentre sur les fondamentaux. Qu'est-ce qu'on va chercher là-dedans? On va chercher justement des cas d'usage industriels. C'est comment je vais pouvoir créer de la valeur pour nous sur nos actifs et pour nos clients. Et alors, on s'est intéressé, c'est NFT Metaverse. Nous, on rassemble tout ça sous l'acronyme Web3. Que vous avez peut-être vu aussi, ça fait un de plus, hein, via Bitcoin et blockchain, etc. Pourquoi Web3? Sans refaire une histoire, mais le Web3, c'est juste dire que c'est une nouvelle itération, une nouvelle dimension du web qui vient, grâce à la techno NFT, rajouter une dimension qui est la propriété. C'est-à-dire, il y a 20 ans, vous aviez le web, la base du web, c'était aller chercher de l'information. Je suis en mode lecture. Je vais aller chercher de l'information dans mon quotidien, dans Wikipédia, etc. Aujourd'hui, le web, je suis en mode lecture, écriture. On passe un bon moment, on va faire un post, on va aller le mettre sur LinkedIn, sur Insta, etc. Demain, avec le Web 3, avec le NFT, je laisserai les spécialistes en parler, mais ce certificat d'authentification digitale qui vous rend propriétaire de votre avatar, de votre foncier, de vos baskets virtuelles, de vos attributs, vous rajoutez cette dimension très forte au web, et qui est une dimension extrêmement marchande en réalité, qui va être un support justement à la relation client pour un retailer, à un certain nombre de cas d'usage industriel qui vont créer de la valeur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez énormément d'argent qui va dans cette logique de test and learn sur des cas d'usage industriels. Et c'est comme ça qu'on l'a approché. C'est comme ça que des gens qui ont finalement une vision industrielle, l'immobilier s'intéresse à des sujets Web3. Moi, c'est la première question qu'on me pose. Mais pourquoi est-ce que c'est l'immobilier qui s'occupe de ça? Et en réalité, c'est parce que notre obsession, c'est de créer de la valeur. Donc, c'est des cas d'usage industriel. Je ne suis pas là pour faire de l'INO pour de l'INO, même si on est sur les chemins de l'INO. Je ne suis pas là pour faire du marketing pour du marketing, quoi qu'il en soit, mais c'est pour avoir quelque chose derrière, construire des infrastructures qui seront prêtes quand les 300 millions de joueurs de Fortnite aujourd'hui, les enfants sont encore un peu jeunes, mais aujourd'hui ils font plus que jouer, là-bas ils font des réseaux sociaux, seront sur le Web 3,
quand les 200 millions de joueurs de Roblox, dont les 50 millions qui ont moins de 15 ans, y seront aussi. Parce que tout ça sera finalement une partie du parcours client qu'on vit aujourd'hui dans le monde physique et dans le Web 2. Et donc, on a cette approche test and learn, on a fait des choses extrêmement concrètes. On a investi dans des metaverses. Donc, quand vous regardez, il y a plusieurs plateformes de metaverse qui sont possibles. Vous avez vu des noms, hein, The Sandbox, Decentraland, etc. Et comme on était tourné vers le client et les enseignes, la démarche qu'on a eue, c'est d'aller rencontrer les équipes, comprendre les projets, se familiariser avec les projets, se dire est-ce que ça a une résonance avec ma vision industrielle? Le point de départ, ça doit être quelle est ma stratégie? Qu'est-ce que je veux faire? C'est pas je veux pas être dans le metaverse pour être dans le metaverse. Et donc, on a trouvé sur The Sandbox, qui à l'époque est un agrégateur d'expériences, en réalité, tous ces fonciers virtuels servent de socle à des expériences de jeu, des expériences lifestyle, des expériences de communauté. Et on a développé, nous, un jeu avec une enseigne chez nous qui s'appelle le Club Leader Price, qui est une enseigne digitale et un site sur lequel vous pouvez commander des produits du quotidien, avec une clientèle qui est donc 100% digitale, assez active parce qu'il y a une communauté Facebook qui est assez forte et qui est à la recherche du bon plan. Donc ils sont prêts à jouer, passer du temps pour aller gagner de la promo. Donc on a construit tout un jeu autour de ça, avec une ambition qui est de créer des passerelles, parce que c'est vraiment le deuxième volet. Hein. Je fais du test and learn, comment je fais de la pédagogie et je relie ce monde Web 3 au monde réel. Et donc l'expérience, c'est si vous commandez sur le Club Leader Prize, vous pouvez faire partie de ceux qui recevront un golden ticket dans leur commande. C'est Charlie et la chocolaterie, en somme. Et avec votre avatar, ça vous donnera le droit d'accéder à l'expérience. Avec votre avatar, vous pourrez interagir dans cet environnement. Vous mènerez un certain nombre de quêtes. Au fur et à mesure de ces quêtes, vous gagnez de la promotion utilisable dans le monde réel, dans le jeu, pour avoir un sens économique à tout ça. Donc vous le voyez, en fait, c'est juste un support différent à des mécaniques qui sont celles du monde réel et qui ont une logique, elles, d'investissement, d'engagement client, de fidélité. Merci Nicolas. Michel, pourquoi le monde du gaming, c'est une question que je t'ai posée l'année dernière, pourquoi le monde du gaming s'intéresse au monde du marketing? C'était notre préoccupation. Moi, ça a été ma préoccupation. Hein. Et quand j'ai vu ton infrastructure et tes studios, je me suis dit, mais il doit travailler dans le monde de la com, ce garçon, mais pas du tout. Il m'a dit, moi, je suis dans le gaming. Donc, voilà. Et je lui ai dit, écoute, je pense que tu as un parcours à faire important par rapport au monde du marketing, eu égard à la courbe d'expérience qui est tienne, ou eu égard à la position que vous avez donc sur le marché international et sur le marché français. Et alors, ta lecture métaverse, ta lecture NFT, pourquoi pas blockchain au passage, mais ta lecture métaverse, toi qui effectivement m'a dit, bah, écoute Dominique, ça fait 15 ans qu'on fait un peu de métaverse. Oui, c'est vrai. Déjà, pour resituer, Keyword Studio, c'est un groupe mondial de 11 000 employés qui est coté en bourse. C'est une énorme machine avec beaucoup de gens qui travaillons dans l'outsourcing du gaming. Et vraiment, par outsourcing, c'est vraiment tous les services externes. Ça va être aider un éditeur de jeux vidéo à développer son jeu. Il va y avoir des programmeurs, il va y avoir des graphistes, il va y avoir des équipes qui vont faire du marketing. Il va y avoir, comme nous, en France, une antenne de 55 personnes et 11 studios d'enregistrement. Il va y avoir des personnes dédiées à la localisation, créer du contenu, des jeux vidéo, on peut parler de Assassin's Creed ou plein d'autres jeux, World of Warcraft ou GTA, qui ont été faits en langue anglaise, qu'il faut adapter au marché français. Donc, on va travailler, nous, sur ces licences pour faire en sorte qu'elles deviennent françaises et qu'elles puissent aller sur le marché français. Donc, en fait, nous, on travaille dans le gaming depuis 15 ans. Et en fait, notre point fort, ce que nous avons compris à force de travailler tous ces projets, c'est que le jeu vidéo a réuni deux codes différents qui ne sont pas ou peu utilisés dans le marketing. Et le premier, c'est l'émotion. On parle toujours, ce matin, il y avait des éléments intéressants justement sur la notion d'immersion. Attention également. C'est ça, et l'attention, absolument. Et notre point fort, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'en fait, on ne crée pas un contenu pour un contenu. Je ne me rappelle plus combien de pubs on voyait, je crois que c'est 6000 par jour, c'était cité ce matin. Nous, notre objectif, ce n'est pas de faire en sorte qu'un contenu soit diffusé. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il suscite une émotion. Ça va être une émotion visuelle. Un tableau, c'est une émotion. Un livre provoque une émotion. Une voix va provoquer une émotion. On est tous, on connaît les voix françaises de certains films, et à un moment donné, on se dit, là, il s'est passé quelque chose. Et évidemment, par rapport à l'animation, par rapport à tout le message,
le gaming est concentré là-dessus. Et ça, c'est le code du cinéma qui a été récupéré par le gaming et qui est aujourd'hui, que l'on retrouve dans le métavers. Et une des questions qui m'est posée régulièrement par rapport à la notion de métavers dont tu parles, c'est OK, est-ce que c'est pas un phénomène de foire, est-ce que c'est pas temporaire, etc. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui ont testé l'expérience d'avoir un casque VR. Si ce n'est pas encore fait, j'ai des têtes qui disent oui, c'est très bien. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à trouver quelqu'un qui en a un. Ça remplacera tous les discours, c'est-à-dire vous le faites, vous allez dans un univers qui sera celui du casque VR avec peut-être un simulateur de vol, je ne sais pas, une balade sur la Lune, une balade sur Mars, un vol au-dessus des chutes du Niagara, et vous verrez ce qui se passera au moment où vous enlèverez le masque. J'ai pu tester personnellement 2 personnes qui ont pris le casque, qui ont fait un simulateur de vol, et à un moment donné, ils ont fait un coup de manette, et il y en a un, il a failli vomir. Il avait juste un casque virtuel. Donc, ça provoque une émotion. Et ce qui me fait penser que le métavers n'est pas un phénomène de passage, c'est ça. C'est-à-dire que contrairement au web, comme on le disait, il y avait une notion de consommation. On va chercher une information. Là, ce qui se passe, c'est qu'on va vivre quelque chose. Et le métavers, ce n'est que ça. Et on parle de réalité virtuelle, réalité parallèle. OK, ce qu'il faut entendre, c'est que c'est un monde avec ses dangers, ses avantages et ses inconvénients. C'est un monde où les gens se sentent bien, où les gens peuvent vivre quelque chose qu'ils n'ont jamais imaginé, et là on va passer sur la partie marketing, où les marques vont pouvoir se représenter comme elles ne l'ont jamais fait. C'est ce que tu disais. Et c'est ça le métavers, en fait. C'est ce monde, cet univers où on se retrouve à un moment donné et il y a une économie. Il y a des gens qui vivent et qui gagnent de l'argent dans cette économie-là. Le meilleur exemple, et je terminerai là-dessus, c'est la comparaison avec le film de Spielberg, j'ai oublié son nom. Merci beaucoup. Ready Player One. Si vous voulez savoir de manière première ce que c'est que le métavers, il y en a des milliers de métavers. Allez jeter un œil sur Ready Player One. Allez également jeter un œil sur un métavers dans lequel mon groupe est en train de travailler, qui va être très gaming, mais pareil, dans une vie, avec une vie organisée, qui s'appelle le Star Atlas. Allez regarder. Vous serez surpris de voir ce qu'on fait du métavers. Merci Michel. Mon cher Franck, NFT, métavers, bon, tout ça, pour toi c'est simple, tout ça c'est facile. Le problème, si tu veux, c'est ce qui m'intéresse dans ta lecture. Tu es comme un homme d'argent. Enfin, c'est peut-être pas bien de le dire, mais tu sais, on t'aime beaucoup. Tu es un homme d'argent, tu fais pas ça par hasard. Donc, je ne crois pas, ou par plaisir. À un moment, tu t'es dit, voilà, je gagne un petit peu ma vie, je vais m'amuser. Non, pas du tout. Alors, c'est quoi pour toi? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Toi, à la fois en tant qu'investisseur, en tant qu'acteur, en tant qu'industriel sur plusieurs aspects, pourquoi tu t'es intéressé d'abord? Pourquoi tu t'es intéressé à ça, déjà, en un? Alors, ça fait maintenant 30 ans que j'investis dans la technologie, que j'ai développé différents types de sociétés dans différents secteurs. Effectivement, le NFT, puisque là, moi, je vais parler du NFT, c'est quelque chose qui a encore un an, pour moi, était quelque chose de ridicule. C'est-à-dire voir que des gens allaient acheter des images de singes, plusieurs centaines de milliers d'euros, tout ça parce qu'ils avaient gagné de l'argent au hasard en ayant investi dans le Bitcoin et qu'ils voulaient basculer un actif virtuel dans un autre actif virtuel, c'était quelque chose qui ne m'intéressait absolument pas. Et puis, on a vu la vente du premier tweet, donc un actif numérique de Jack Dorsey, qui était vendu 4,5 millions de dollars, etc. Et tout le monde disait, finalement, on assiste à un mouvement de blanchiment du Bitcoin dans d'autres sous-jacents, eux-mêmes aussi absurdes, un petit peu quand les gens de Wall Street investissent dans l'art et créent une espèce de folie dans l'art contemporain. Et puis après, de plus en plus, on s'est rendu compte que le NFT allait servir à d'autres choses. J'ai des activités dans l'immobilier, moi aussi. Et on a vu apparaître des gens qui ont dit on va vendre de l'immobilier de manière virtuelle, découpée, en permettant à des gens d'acheter du rendement
sur un immeuble, mais sans être obligé de passer par des CPI coûteuses. On a vu des gens qui, dans l'immobilier, voulaient, là c'est dans l'immobilier de luxe, acheter des villas à Marbella, enfin, au niveau international, et voulaient payer en Bitcoin. Il y avait un sujet. Et on a commencé à se poser des questions, nous qui étions impliqués d'abord dans l'immobilier, dans la vente d'immobilier d'investissement. Est-ce qu'on pourrait utiliser le NFT pour faire des ventes immobilières? Alors, le NFT, d'abord, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même non-fungible token. Donc, ça veut dire non fongible, ça veut dire quelque chose qui est unique et qui a des caractéristiques uniques qui ne sont pas réplicables. Ce qui est fongible, par définition, c'est l'argent. C'est-à-dire un billet de 10 euros contre un billet de 10 euros, c'est toujours 10 euros. Ce qui n'est pas fongible, c'est un appartement X, un appartement Y. Ce n'est pas la même chose. Donc, à partir du moment où on comprend que, quelque part, on va essayer de certifier la propriété de quelque chose, et que globalement, on est parti d'une propriété à l'origine d'un bien numérique, on se dit aussi, et on voit une évolution, et c'est pour ça que ça nous intéresse, de voir que à chaque bien peut être attaché un certificat de propriété, et que quelque part, des certificats de propriété transférables entre individus, dans une chaîne peer-to-peer, permettent de faire sauter les coûts de transaction. On parle beaucoup de la DeFi, Decentralized Finance. C'est très simple. Si aujourd'hui en SCPI, il y a 10% de coûts de gestion, plus 5% de coûts de transaction pour acheter des parts de SCPI, avec des NFT, il y aura des coûts très très faibles. Et puis, le modèle, et on parle aussi de la DeFi, fait en sorte que toutes ces logiques de centralisation par exemple, de l'e-commerce vont être modifiées. Aujourd'hui, on assiste par exemple à la naissance de nouvelles réflexions autour des NFT qui vont casser certains grands groupes et certains monopoles de l'e-commerce. Prenons l'exemple de la réservation hôtelière. La réservation hôtelière, aujourd'hui, passe par Booking, Expedia, etc., etc. Eh bien, les hôteliers vont bientôt être capables d'émettre eux-mêmes des réservations sous forme de NFT qu'on va pouvoir acheter, revendre, échanger, etc. Donc, c'est vrai aussi que la force de NFT, c'est que chacun peut devenir un distributeur et un créateur de quelque chose qui va pouvoir distribuer dans un système certifié. C'est ça qui nous a intéressés. Et donc, vis-à-vis du métaverse, dans l'esprit du métaverse, on voit souvent le NFT comme un outil, un produit numérique dans le gaming, un habit, une arme, un diplôme, enfin des choses comme ça. Nous, on le voit différemment. On voit ça comme un outil qui va changer la distribution de tous les produits et qui va le rendre beaucoup moins coûteuse, en fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'on s'y intéresse. Ok, bah tu parles alors quand même du lancement de ta prochaine plateforme des plateformes. Mon cher Franck, on ne pourra pas te quitter sans que tu nous en parles, Oui. puisque ça doit être lancé avant les chemins d'innovation. Ça va être lancé après, donc je suis encore plus impatient de le voir. Mais la déblague des cryptos des cryptos actuels n'est pas un moment idéal pour lancer des gros projets en crypto, mais je vous expliquerai de quoi il s'agit. Merci Franck. Alors Olivier, quand moi j'ai pris ça, toi, quand j'ai essayé de comprendre un peu tout ça, je me suis dit, oui, mais tout ça, attention, des avatars, d'accord, on vit dans un autre monde, la sécurité, le régalien dans tout ça, comment il s'opère. On m'a dit, tu sais, tu vas appeler quelqu'un, tu vas appeler Olivier Sonneau, il va t'expliquer comment on va régler le point. Alors, je ne sais pas si tu vas complètement le régler, mais donc j'étais quand même inquiet parce que j'ai mon ami Philippe Bernat, il me dit, mais attention, de la médiation des entreprises, il me dit, mais attention, mais tout ça, tu sais, attention, la sécurité, tout ça, voilà, la personne privée, la propriété. Qu'est-ce que tu sais, faut que tu sois vigilant, n'est-ce pas, Philippe? Tu étais un peu inquiet quand on a ouvert cette table ronde qu'on a préparée d'ailleurs ensemble. Tu m'as dit, oh là 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 là, moi je veux quand même y voir des règles à tout ça, parce que c'est quand même pas si simple que ça. Ça ne doit pas l'être. Alors Olivier, on a eu le plaisir d'échanger. Je ne sais pas si tu m'as convaincu, mais tu m'as convaincu que tu viennes. Et je voudrais que tu partages effectivement cette lecture qui est effectivement, bon, sans parler d'aspect réglementaire qui va être très emmerdant pour tout le monde, mais pour autant c'est stratégique. La notion de confiance est un élément déterminant au cœur de l'ADN du groupe La Poste, si je l'ai bien compris. Et donc, on voulait t'entendre. Donc, comment tu lis cela et comment vous vous organisez, vous vous orientez pour accompagner effectivement cette grande tendance que nous vivons. Alors, merci de m'avoir invité. Je vais essayer de convaincre, c'est pas sûr. Quant à répondre à la question comment on fait,
Je suis pas sûr tout de suite que j'arrive à répondre. Mais je peux donner quelques... Oui, mais tu sais, Philippe ne nous lâchera pas là-dessus. Donc moi, si je vais échouer la table ronde si tu n'es pas capable de répondre à ça. Ce soir, j'ai une signature de la charte avec le médiateur national. Il va dire, Dominique, il déconne, quoi. Alors, il faut que tu arrives à nous convaincre. Je vais apporter quelques pistes quand même, parce que le groupe La Poste, alors DocaPost pour repositionner, c'est la filiale numérique du groupe La Poste. Et le groupe La Poste a une particularité, c'est que c'est un peu plus de 10 000 métiers différents. Donc vous connaissez le métier de facteur, un peu moins les 9 999 autres en général. Et une grosse partie, l'ADN du groupe La Poste et de ses filiales, c'est vraiment la confiance. Aujourd'hui, vous avez confiance en votre facteur et on a développé dans le monde numérique l'ensemble des outils nécessaires à la confiance. Et dans le métaverse ou dans les NFT, qui sont les deux buzzwords qu'on a cités précédemment, je suis très content d'avoir fait ce tour de table précédemment, puisque tout ce qui a été évoqué par mes collégionnaires, eh bien, on est dedans. La Poste, c'est une banque postale, c'est une assurance, c'est de l'immobilier, c'est du marketing, c'est du média, c'est du e-commerce. Donc, on est dedans. Donc, quand on a vu arriver le métaverse, moi, je suis tombé dans la blockchain très tôt. Et quand on a vu arriver le métaverse et les NFT, on s'est dit comment on positionne le groupe au sein de ces nouveaux métiers, au sein de ces nouveaux univers. Et il y a une chose qui est apparue très, très vite, ou plutôt deux choses. La première, c'est que le métaverse, personne, ou presque, n'est capable d'en donner une définition universelle. Et surtout, personne n'est capable de dire ce qu'il en sera dans 2 ans. Alors, dans 5 ans, je ne vous en parle même pas. On voit fleurir énormément d'initiatives. Donc, on voit bien qu'on est à la naissance. Mais il y a un point commun à tous ces nouveaux univers, c'est qu'ils mettent en relation des contreparties. Sur les réseaux sociaux, dans le e-commerce, dans la finance, on échange des NFT à plusieurs millions de dollars. Et tout ça nécessite un minimum de confiance. Si je veux acheter un NFT à Donald Duck, je voudrais savoir qui est Donald Duck quand même. Alors moi, à titre personnel, ou le régulateur. Parce que quand on parle de 4 millions ou 69 millions de dollars pour une collection de NFT, le régulateur aime bien savoir d'où vient l'argent, où il va, etc. Donc dans ces mondes nouveaux, dans ces mondes virtuels, on a aujourd'hui un état des lieux qui est un espèce de Far West. Ça tire dans tous les sens. On voit monter des valeurs inconnues 3 secondes précédemment. Et on voit des gens les acheter, puis les revendre, des flux monétaires qui partent dans tous les sens. On est vraiment dans un Far West, même pas organisé. Et la Poste s'est positionnée en disant, dans ces nouveaux univers, comme dans l'univers réel, il va falloir apporter des outils de confiance. Il va falloir apporter des éléments permettant à Donald Duck de discuter avec Minnie sans se connaître, mais en ayant confiance l'un dans l'autre. Et la confiance, c'est quoi? Eh bien, la confiance, c'est comme dans la vie réelle. On est ensemble, on est anonyme, j'ai demandé la carte d'identité de personne, chacun s'est présenté avec un prénom que je n'ai pas vérifié, et puis ça ne m'intéresse pas de vérifier son prénom, discute calmement. Si demain, l'un d'entre eux en venait à m'écraser un extincteur sur la tête, là, j'aurais besoin de savoir qui il est pour obtenir réparation, par exemple. On est parti de ce principe-là en disant, dans le métaverse, il faut apporter cette même confiance, sans casser l'anonymat. Parce que l'anonymat dans le métaverse, c'est aussi important. On dirait que c'est très antagoniste. Hein. Là, on s'est quand même mis une équation un peu compliquée. Et l'intérêt, c'est que la technologie blockchain, dont on va rapidement oublier le nom, puisque c'est un sous-jacent comme TCP/IP qui va disparaître du vocabulaire, mais cette technologie blockchain, elle a la capacité à créer ce qu'on a appelé des pseudonymes opposables. C'est-à-dire que Donald Duck, il apparaît dans un métaverse, il sera peut-être demain interopérable, parce que c'est aussi la deuxième question. Il apparaît dans le métaverse en tant que Donald Duck, je ne sais pas qui c'est. Par contre, j'ai la garantie
au travers de son avatar, que son identité réelle a été vérifiée et connue par un tiers de confiance ou par une DAO ou par un organisme, son université par exemple, si on parle d'un métaverse étudiant. Mais moi, je ne suis pas capable de connaître son identité. Et quand on écoute Meta, qui dans ses versions alpha a eu des affaires de harcèlement, des affaires d'insultes à répétition vis-à-vis des autres avatars, qui a eu également, c'est un peu moins connu, des tentatives d'arnaque dans le métaverse. On est à la version alpha. Hein. Donc, et tout ça, tout simplement parce que quand on est anonyme dans le métaverse, ça autorise tout un tas, toute une cohorte de malfaisants à venir tenter de reproduire dans l'univers virtuel ce qu'ils n'arrivent plus ou ne peuvent plus faire dans le monde réel. Donc, ces univers virtuels dans lesquels, je vous rappelle, il y a des jeux, donc des enfants, des ados, bientôt des adultes dans des expériences clients autour du e-commerce, eh bien, cet univers virtuel va se globaliser. On va plus être 50 dans une salle, on va être 5000, 5 millions dans un univers virtuel. Et donc, si on veut que ça ne soit pas le Far West, si on ne veut pas prendre un risque, si on ne veut pas avoir des réactions en disant « mon enfant n'ira jamais là-dedans parce qu'il y a des histoires abominables », il faut apporter un minimum de confiance. Et cette notion de pseudonyme opposable, on s'est dit qu'à la Poste, on avait capacité à le porter, puisqu'on porte déjà des identités numériques, on porte déjà un certain nombre d'avatars opposables auprès des contreparties, dans la signature électronique, par exemple, quand vous achetez un bien qui nécessite un contrat, comme un contrat d'assurance, eh bien, le contractant n'a pas forcément toutes vos coordonnées. Par contre, il a votre certificat électronique qui garantit qui vous êtes et qui permet à n'importe quelle juridiction de venir remonter la chaîne de valeur, qui a signé, est-ce qu'il en avait l'autorisation, qui il est. Donc, c'est vraiment un phénomène très simple, le pseudonyme opposable, mais s'il est adopté par les métaverses, ou les métaverses qui l'adopteront, permettront de créer cet univers de confiance. Et cet environnement de confiance qui est nécessaire pour faire du business, parce que, enfin, on est tous dans le business depuis un certain temps, il faut un minimum de confiance pour échanger des flux. Donc ça, c'était la première idée. Je vais laisser, sinon je vais monopoliser la parole. D'abord, Philippe Bernat, est-ce que tu es convaincu, puisque... Merci, messieurs, parce que vous m'avez en partie convaincu. Alors, j'ai entendu finalement deux discours et deux positionnements. Et je pense que c'est là où se situe le point de bascule. Il y a, le premier discours consiste à dématérialiser plus encore des processus où il y a un besoin de confiance extrêmement poussé, ce que tu dis sur la partie NFT. Ça, je comprends tout à fait. Et ça répond à un processus établi, qui est piloté, qui est cadré, peut-être même surveillé, et on utilise ces technologies juste pour gagner en efficacité ou redistribuer les rôles des différents acteurs et au passage satisfaire l'utilisateur final parce que ça sera plus rapide, plus sûr et moins coûteux. Là où je suis plus embarrassé avec le propos d'Olivier, je suis à l'aise avec le propos de Nicolas parce que, encore une fois, la main elle est prise sur le monde concret ou sur la partie virtuelle qu'on accepte de mettre dans cet environnement-là. Dès lors qu'on est sur un process établi, je comprends qu'on puisse le contrôler. Là où je me pose des questions, c'est dès qu'on va parler de comportement. Parce que là, on ne sait pas le définir. Déjà, en restant dans le monde des affaires, hein, la médiation, ça fait des années qu'on travaille sur la confiance, le dialogue, la solidarité, et une douzaine d'années qu'on le fait avec Dominique et l'Observatoire. Et il y a encore tous les jours des choses qui nous rappellent à l'ordre, et dans un monde visible, où ça remonte assez rapidement quand même. Et c'est ça, moi, qui me perturbe. C'est comment les notions d'éthique, de sécurité, de comportement, de bonne pratique, ce qui est une espèce de norme comportementale, est quelque chose qu'on sait définir dans un monde physique, après des années de travail, et comment ça va être basculé dans un monde digital, où là, on va perdre des traces, et on ne sait pas qui va opérer quoi, dans quel type de transaction. Et là, ça fait vraiment frémir. Et pardon, je me pose tellement de questions sur le sujet que j'en suis à me demander s'il ne faut pas créer une médiation du métaverse. Et peut-être que je vais créer un avatar
de Philippe Bernard dans le monde du métaverse pour aller faire des médiations. Et je pense que j'ai du boulot. Alors, Attends. juste, Non, Olivier, tu n'as pas le droit de répondre tout de suite. Non, commence pas. Non. Moi, je suis sûr que Nicolas a des remarques et des observations à tes propos et qu'il a peut-être des points de vue ou des questionnements en plus, ou pas d'ailleurs. Hein. Mais j'aurais comme. Est-ce qu'il a parfaitement répondu à tes interrogations ou à celles que tu souhaites voir mises en application? Non, enfin, sur le point, je pense que c'est un univers en construction. Parce que on a déjà le premier réflexe, c'est de considérer ça avec le recul qu'on a déjà sur un Internet, par exemple. En se disant, on a l'impression que le métaverse, ça existe depuis 20 ans, mais pas du tout, en fait. En réalité, il y en a qui étaient dans le métaverse depuis très longtemps, mais plus sérieusement, c'est des sujets dont on parle depuis moins d'1 an, en réalité, avec une industrie qui est finalement qui se montre assez agile pour évoluer sur ces gros enjeux. Vous citiez des enjeux éthiques, réglementaires, il y en a d'autres, hein. Il y a des enjeux environnementaux, évidemment, aussi, et technologiques, continuent à évoluer. Donc voilà, juste mon premier point, c'est ça, c'est gardons à l'esprit qu'on est au commencement de quelque chose qui est en train de se construire, de s'auto-construire, et qui fait ça finalement assez rapidement, comparé à des industries physiques dont je viens, faire évoluer un réseau de distribution, par exemple, c'est pas des choses qui évoluent comme aujourd'hui évolue cette technologie-là. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est évidemment des choses qu'il faut avoir à l'esprit. Et c'est aussi pour ça, on en parlait d'ailleurs avec Olivier, que nous, on pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'acteurs institutionnels comme nous, qui ont l'habitude d'évoluer dans des univers réglementés, régulés, qui approchent ce Far West, qui font un peu de test and learn, qui osent aller tester des choses concrètes dedans pour être capable de faire du feedback qualifié avec notre regard de gens qui ont de l'expérience dans le monde régulé, de voir la réglementation comme quelque chose de positif et d'être capable aussi d'apporter notre pierre à l'édifice. Voilà, c'est peut-être les courtes réactions que je voulais avoir là-dessus. C'est des enjeux absolument clés qu'on partage évidemment, parce que nous, avec notre réseau de magasins, que ce soit physique ou online, et nos clients, enfin, sur Cdiscount, c'est 25 millions de visiteurs uniques par mois. Donc, traiter les gens, les enjeux des données des gens, l'éthique qui va avec, c'est des enjeux qui sont absolument clés. Il faut les avoir à l'esprit et il faut être capable aussi d'y contribuer. Voilà. Merci, Olivier. Non, il répond toujours pas. Non, il enregistre les interrogations. Non, il va répondre en bloc. Non, Olivier, tu ne vas pas faire à l'envers. Michel, est-ce que par rapport à ce que dit Olivier, il y a des contradictions, il y a des choses auxquelles tu réservais, Non, mais je pense que par rapport à la question que tu as posée sur la notion de régulation aussi, il faut se remettre dans ce que l'on vit aujourd'hui. On est en 2022. Combien de lois sont faites encore en France pour contrer des déviances? Donc, il faut considérer que c'est quelque chose de permanent, de perpétuel. Il y a des trucs qu'on n'imagine pas, qui se produisent tous les jours, qui entraînent un phénomène législatif dans le temps, et le métavers se présente de la même manière. Ce qui fait que je disais tout à l'heure, ou que tu disais tout à l'heure, que je suis dedans dans le métavers depuis oui, une bonne quinzaine d'années, même plus, mais on va dire 15, c'est qu'en fait, le métavers, c'est un jeu vidéo d'abord. C'est le principe, c'est pour ça que l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo est pionnière là-dedans. On a les technos, on sait produire du métavers. La différence avec ce qui se faisait jusqu'à présent et les dernières années, l'année dernière, les derniers 12 mois a été flagrant, c'est que maintenant, une économie ouverte est en train de se créer dans le métavers. C'est ça la nuance. Les jeux vidéo jusqu'à présent étaient des entités, on prend un jeu vidéo, on joue, on va dans cet univers. Maintenant, on se retrouve tous dans un ensemble. Des annonceurs vont choisir, on parlait tout à l'heure de Sandbox, vont acheter un terrain quelque part où des visiteurs vont venir, où d'autres marques vont venir, où je vais schématiser, mais Darvador va pouvoir venir se balader et faire un showroom dans l'espace du groupe Casino. C'est ça un peu la différence. Et c'est là où je reviens sur ce qu'on disait, c'est-à-dire il faut considérer que c'est quelque chose en création,
en mutation et la partie légale, législative, pas législative, je crois que c'est on va dire réglementaire. Réglementaire, merci, va suivre naturellement. Alors, comme la réglementation, ça t'agace, Franck, donc avant qu'Olivier puisse nous répondre, donc il va enregistrer également, parce que là, je sais que tu es toujours un peu agacé avec la réglementation. Un peu tendu, Franck, là-dessus. Non, mais je ne suis pas contre la réglementation. Ce que je dis simplement, c'est que la blockchain, par la transparence qu'elle crée, par le fait que les choses sont enregistrées, visibles par chacun, il serait quand même dommage qu'on remette des couches de réglementation sur un système qui, par sa transparence, permet d'éviter les frictions et toutes les surcoûts liés à la réglementation. Donc, effectivement, c'est un Far West. Effectivement, il se passe des choses tous les jours. Il y a des cryptos qui disparaissent. Il y a des valeurs qui n'existent pas, etc., etc. Mais je pense que ça s'autorégule, contrairement à ce qu'on peut croire, par exemple, quand on dit le Bitcoin, c'est le blanchiment, ou les cryptos, c'est du blanchiment. Ben, c'est faux, puisqu'on peut retrouver tous les mouvements et on peut remonter sur toutes les transactions. Je pense que remettre de la réglementation, malheureusement, elle sera remise, tout simplement parce que, comme d'habitude, les monopoles ou les gros groupes en place vont essayer d'empêcher l'émergence de solutions qui seront en position de disparaître. Donc, on va dire, comme le commerce électronique a disrupté le commerce physique, de la même manière, la DeFi va modifier toutes les distributions et tous les systèmes de vente de produits financiers. Et la réglementation, on s'en rend bien compte, est très délicate. Moi-même, par exemple, je préfère aller discuter en Suisse, où ils sont beaucoup plus en avance. Ils ont fait les premières ICO. Les réglementations de la FINMA et tout ça sont plus avancées. C'est moins complexe, c'est plus facile qu'aujourd'hui en France, où c'est déjà un peu compliqué, même si on a un cadre européen qui est en train de s'unifier. Mais c'est vrai que je pense que le fait que ce soit un sauvage, c'est un avantage. Voilà. Avant qu'Olivier réponde, parce qu'il va encore patienter. Alors, je prends ce point à 10 000% et j'espère qu'effectivement, ce passage dans ce monde métaverse fera que toute une réglementation aujourd'hui inutile, qui s'est construite par des stratifications dont on ne connaît même plus l'origine du premier point, mais qui fait qu'aujourd'hui, on vit avec des choses extrêmement complexes. Et pourtant, Dieu sait qu'on a travaillé sur la simplification. J'espère qu'on n'aura pas à subir ces strates qui se sont installées, parce que justement, pour l'instant, elles ne sont pas là. Juste un point quand même, parce que je m'intéresse beaucoup au sujet. Je vais descendre d'un cran, je vais quitter un peu le métaverse, je vais juste revenir sur le e-commerce. Juste le coup d'avant. Regardez tout ce qui a été nécessaire de faire en vrac, le RGPD, le P2B, le DSA, le DMA, et c'est pas fini. Pour s'assurer que, au niveau mondial, le rôle entre les uns et les autres soit équilibré, que certains n'aillent pas dépouiller d'autres dans leur intérêt. Je vais mettre un peu le pied dans le plat. Une plateforme qui fait le commerce de vendeurs, c'est appauvrir la force marketing et commerciale de ces vendeurs, qui, quelques années après, se retrouvent pieds et poings liés à la politique de sa plateforme. Et faire en sorte qu'il n'y ait pas 2 acteurs, 3 acteurs mondiaux, qui malheureusement peut-être ne seront pas chez nous, sur nos territoires, et qu'on régule tout ça. C'est un petit peu ça aussi, c'est ce côté rendre équitable les relations, et par rapport à un point quand même, un problème de notre culture, parce que c'est aussi le ramener à nos cultures. Bon, voilà, donc maintenant, Olivier, il faut te débrouiller. Maintenant, Olivier, tu as 5 minutes pour répondre. C'est pas compliqué, tu ne peux pas faire plus. Alors, par où je vais commencer? La première réponse, parce que je sais répondre à la moitié de votre première question, ce qui est déjà un début, sur la médiation. Je suis 100% d'accord avec vous, la médiation, même dans le monde physique, elle existe toujours, elle existera toujours. La différence, c'est que dans ces mondes virtuels, qu'est-ce qu'un bon comportement, qu'est-ce qu'une éthique, etc. C'est une vraie grande question et ça me permet de rebondir sur l'interaction qu'on trouve dans les jeux. Les jeux, en fait, vous avez un jeu, Fortnite, qui est forcément accouplé à un canal Discord. Et un mauvais comportement sur Fortnite et vous êtes banni. C'est-à-dire que vous n'existez plus. Alors là, la sanction est assez lourde. Vous êtes banni du jeu, terminé, vous ne rentrez plus. Donc ça, c'est une autorégulation qui est liée à la composition sociale des personnes présentes dans le jeu. Dans Fortnite, on est là pour jouer à Fortnite. Et de la communauté. Si on vient perturber l'objectif unique de jouer, eh ben on est banni du jeu. Terminé. Donc ça, dans les
environnements que j'appelle fermés, hein, même si c'est 200 millions de personnes, ça reste fermé avec un objectif unique. Dans The Sandbox, on n'a pas cet objectif unique. Il n'existe pas. C'est ouvert à tout le monde, et c'est ce que vous disiez. On passe d'une communauté fermée à objectif unique à une ouverture de ces nouveaux mondes dans lequel il va falloir déterminer quels sont les bons comportements. Ensuite, sur cet univers ouvert, The Sandbox, il est ouvert à 192 pays dans le monde qui ont au moins 192 régulations différentes et probablement une cinquantaine de points de vue différents sur qu'est-ce que la bonne norme sociale. Donc là, le travail de médiateur va être sympathique. Bon courage, C'est ça, bon courage. Par contre, la réponse que l'on peut apporter au travers d'un pseudonyme opposable, c'est déjà une première barrière au mauvais comportement. Parce qu'on a le risque de se retrouver, si j'ai des propos déplacés, qui sont classés répréhensifs pénalement dans le pays où je suis. Donc, quand je suis chez Casino, c'est en France. En France, on a des lois pénales qui pénalisent les discours haineux, par exemple. Donc, si j'ai un pseudonyme opposable et que j'ai des discours haineux, je sais que je risque quelque chose. Je risque une sanction pénale. Alors, évidemment, si je suis sud-africain, je ne la risque pas parce que la régulation n'est pas la même. Ou si je suis américain, je ne la risque pas parce qu'ils ont la liberté d'expression. Donc, on n'a pas répondu à toute la question, mais on a quand même répondu à une partie. On a mis une première petite barrière, mais une barrière utile, notamment parce que même si c'est international, que ce soit sur Fortnite ou The Sandbox, bah vous avez la Fashion Week Paris, où malgré le fait que ce soit international, vous avez 80% de Français. C'est naturel. Quand vous avez l'événement Decentraland, j'ai oublié le nom, la semaine dernière, qui se passait dans un environnement qui ressemblait beaucoup à Los Angeles, il y avait 80% d'Américains. Donc, tout ça va évoluer, mais en première réponse, on a cette notion d'identité ou de pseudo-identité opposable qui est une première barrière parce qu'on sait qu'on peut revenir à qui a eu des propos haineux, qui a eu des mauvais comportements, qui est venu avec un avatar qui peut choquer, et en fonction des pays, le choc ne sera pas le même. Hein. Donc, c'est une première réponse qui a l'avantage, par contre, d'être assez universelle, parce que tous les pays du monde savent ce qu'est une identité, et tous les pays du monde savent ce qu'est un pseudonyme. Donc, un pseudonyme opposable, c'est assez facile comme message à faire passer et à mettre en œuvre. Ensuite, sur la régulation, et là, si on intervient sur l'environnement financier, alors oui, la régulation est un frein, mais je vais vous donner un exemple. Le real estate sur NFT, aujourd'hui, en France, n'est pas possible. Il n'est pas possible parce que si je fais le montage, qui existe en France, on a déjà des sociétés qui le font, vous demandez à n'importe quel avocat, il vous casse ce montage. Il va vous casser la propriété. Donc, vous avez acheté un jeton qui représente un appartement à Paris et vous l'avez fait dans les règles de l'art. Et un avocat malin, il va vous casser le montage et vous allez avoir un jeton qui ne vaut plus rien. Donc, aujourd'hui, si on n'a pas un minimum de régulation pour aussi rassurer, pour que le monde ne fasse pas sa une sur les arnaques au real estate dans le métaverse, il faut un minimum de régulation. Il ne faut pas qu'un opérateur, quel qu'il soit, puisse faire croire à des gens un peu moins informés que nous, qui effectivement étant un petit peu au cœur et du métaverse et de la réglementation, parce que ce sont nos métiers, que Madame Michu puisse acheter un appartement de rendement ou une partie pour 100 $, pour 500 $, pour 2 bitcoins, et qu'elle ait son rendement qui soit garanti, et que du jour au lendemain, elle ne se retrouve pas sans rien, parce qu'un avocat malin venu de Suisse ou d'ailleurs a réussi à casser le montage et à récupérer l'ensemble du real estate pour rien. L'exemple n'est pas fortuit, hein, c'est celui qu'a pris le président de la banque de Lubac quand on lui a posé la question « Pourquoi vous n'êtes pas encore sur les NFT de real estate ?» Et c'est simplement pour une question de droit, parce que le droit français n'est pas assez solide sur ce point-là. Contrairement au droit américain, qui, de par sa construction différente,
lui a capacité à binder la propriété d'un NFT, à garantir, pardon, la propriété d'un NFT et le lien entre ce NFT et le real estate. Donc, la régulation, effectivement, peut être un frein, je vous l'accorde. Effectivement, tous les créateurs aujourd'hui de start-up dans le monde, NFT, crypto ou autres, sont à 99% installés entre Dubaï et Singapour. Parce qu'en France et en Europe, on a la problématique des 10 ans qui est une vraie problématique fiscale pour tous ces créateurs. On a la problématique de l'acceptation du compte en banque quand on fait de la crypto, qui est aussi une problématique, et dont on peut espérer qu'elle soit résolue par MiCA. Et là où MiCA ou FTR ne doivent pas aller trop loin, c'est sur les contraintes qu'on va faire peser sur ceux qui veulent aller dans cette industrie, qui veulent utiliser les cryptos dans l'industrie. Donc, c'est vraiment un curseur qu'il est nécessaire de bien placer pour donner confiance et avoir une adoption de masse de ces nouvelles technologies, de ces NFT, de la DeFi, et pas trop contraignant pour que ceux qui la mettent en œuvre, les opérateurs, ne soient pas tentés de le faire depuis Dubaï ou Singapour, où là, c'est très open bar. Merci. Franck, tu voulais réagir à ça? Je t'ai vu parfois un peu agacé, donc je ne voulais pas te laisser agacer. Détends-toi, Franck. T'es emmerdé. C'est le lancement de ta plateforme NFT qui va en prendre un coup, là ou... Alors, d'abord, sur le sujet de l'immobilier, qui est un sujet bien sûr essentiel. Si on réfléchit au fait qu'on dise qu'il y a des avocats qui disent que ça ne marche pas, il y en a d'autres qui disent que ça marche parce qu'on passe tout simplement de manière tout à fait classique par une SCI dans laquelle on intègre le bien immobilier. Et donc, dans ce cas-là, ça permet de le faire. Je pense que le principal sujet, c'est que justement, du point de vue international, les transactions immobilières ont chacune leurs caractéristiques dans chacun des pays. En France, on a un système notarié d'une certaine manière, qu'en Espagne, c'est différent, que les titres de propriété, la manière dont on les sécurise ne sont pas les mêmes aux États-Unis qu'en Asie, etc. Et je pense que justement, la réflexion en amont, en tenant compte de chacun des schémas, de chacun des pays, permet dans le smart contract d'anticiper tout ça et de créer finalement un outil qui va intégrer toutes les conditions nécessaires à la réalisation d'une transaction sécurisée. Et justement, ça permet de bypasser la réglementation. Donc la fin des notaires, par exemple. Code is law, mais en France, le problème, c'est que c'est très dur à merci, Franck. Non, alors, on pourrait y passer l'après-midi. Donc là, à mon avis, on est parti pour y passer l'après-midi, sauf qu'on a effectivement une autre séquence. Il va falloir qu'on conclue. Alors, c'est très compliqué de conclure. Moi, j'ai un élément quand même qui me tracasse un peu. Quand je vois les enfants, tu disais, je crois, Nicolas, bon, on va passer 1 heure par jour. Moi, quand je vois les enfants, le temps qu'ils passent, plutôt les petits-enfants, qui passent devant leur jeu, c'est pas 1 heure, c'est 2 heures, 3 heures. Est-ce que le NFT, par l'attention qu'il va créer, ce qu'on a vu ce matin lors de notre première table ronde, et toute l'importance de l'attention, va être capté et va rester encore plus de temps, donc on aura peut-être plus d'1 heure. C'est une frange de consommateurs de demain qui va s'ouvrir à nous dans des comportements qui auront profondément évolué. Comment le monde réel va s'adapter à ce monde virtuel? Voilà, moi je pose la question. Je n'ai pas de réponse personnellement, mais je suis interrogatif. Voilà, moi je voulais vous remercier d'abord. Parce que merci du pragmatisme que vous avez su apporter. Vous avez accepté de jouer le jeu, essayer d'être un peu pédagogue, de donner les grands contours. Vous êtes des vrais experts en la matière, nous le savons. Et je suis fier vraiment de vous avoir accueilli pour échanger sur ce point-là. Puis Franck, quand même sur le lancement de ta plateforme, parce qu'on ne va pas te quitter sans que tu nous dises ce que tu fais. Sans ton banc, on va être triste. Alors, qui a déjà acheté des NFT dans la salle? Voilà. On voit que c'est relativement complexe d'une manière générale. Et globalement, il y a 1 ou 2 plateformes qui mettent à disposition des NFT. Nous, parce qu'on avait déjà dans d'autres entreprises été un peu des experts des moteurs de recherche, etc., on cherche Next Best Of. En fait, ce sera une plateforme NFT, mais qui a la particularité d'avoir remonté l'ensemble des NFT de la blockchain. Voilà. C'est-à-dire que quand la plus grosse plateforme NFT, aujourd'hui, OpenSea, a 10 millions de NFT, on va démarrer en septembre, en fait, parce que là, effectivement, avec les cryptos, c'est compliqué, mais on démarrera, nous, avec 100 millions de NFT. C'est-à-dire presque l'ensemble des NFT présents dans l'ensemble des blockchains. Et on pense que c'est un sujet intéressant.
Ben, écoutez, moi, ce que je vous propose, Voilà. si ton lancement est réussi, mon cher Franck, on fera la même table ronde et puis on regardera. Donc, avec beaucoup d'attention, ce que tu veux, on va laisser un peu de temps, encore peut-être le mois d'octobre, pour être sûr que ça Non, mais on a est bien déjà prêt, pris en fait. déjà, tu as bien décollé. Non, mais Et je crois que ça sera intéressant. on est déjà prêt, mais le sujet, c'est que les échanges aujourd'hui, parce que quand on a, enfin, je vais résumer, si on a à la fois le Google des NFT et le Amazon des NFT, a priori, on devrait être un gros acteur des NFT. Alors voilà. Non, mais tu mets le doigt sur un point qui est essentiel. D'ailleurs, Philippe en a fait état. Donc, c'est la dominance également des acteurs. Bon, malheureusement, on cherche des champions français. On en a, hein, indéniablement. On a des jolies licornes. Maintenant, effectivement, il faut qu'on soit champion dans ce domaine. Donc, écoute, Franck, on te souhaite bon courage. Il faut que tu sois champion. Et puis, de toute façon, on aura Olivier qui va nous préparer tout ce qui va bien. Donc, pour nous sécuriser. Et puis après, tu vois, Nicolas, tu auras tout pour faire du business hyper affinitaire. Hein, et puis, tu vas voir l'augmentation de ton chiffre d'affaires, ça va être remarquable. Hein. Je vous remercie encore pour l'attention. Je pense qu'on peut vraiment les remercier pour leur intervention. Merci beaucoup.